Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence à ce 32e webinaire du SEMA et le premier de 2025. Tous nos vœux à tous celles et ceux qui nous regardent. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes plus de 180 personnes inscrites et on vous en sait gré parce que sincèrement, ce sujet nous tient à cœur. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vous invite à partager dans le fil de discussion d'où vous nous regardez. C'est toujours intéressant pour nous de savoir qui regarde et pouvoir partager avec vous. Quelques informations pratiques, liminaires aussi, hein, pour celles et ceux, vous le savez tout d'abord, qui le souhaitent, je vous rappelle que vous pouvez adresser un courriel au SEMA. On va vous mettre l'adresse sur le chat et demander une attestation à titre de formation pour ce webinaire d'1 h 30. Vous annoncez par ailleurs le prochain webinaire qui aura pour thème la dimension interculturelle dans les conflits et la médiation. Ce webinaire aura lieu le 5 avril à 18 h 30, toujours. Et nous aurons le plaisir de recevoir deux médiatrices qui évoluent dans cette sphère internationale, qui sont Anne Messas et Estelle Osmanovic. À titre de rappel liminaire aussi, je vous rappelle que tout le long de ce webinaire, je serai attentive au fil de discussion. Je m'efforcerai de relayer vos remarques et questionnements. Alors, si vous pouvez les questions les mettre sur l'onglet Q&R que vous devez voir apparaître en bas de vos écrans et utiliser le chat plutôt quand vous êtes en train de le faire, vous présenter. On a des personnes de Paris, Manosque, Nantes, Dieppe. Bienvenue à toutes et à tous. L'Ariège, Saint-Germain-en-Laye, Lyon, Rouen, Toulouse. Donc, nous avons un panel géographique diversifié. Donc, les questions sur l'onglet Q&R et je m'efforcerai de les relayer autant que possible en fonction de leur nombre. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer en tout cas. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de faire de ce moment une expérience interactive, nous permettant de partager nos connaissances et expériences. Donc, je pense on peut commencer doucement, hein. On vous a communiqué les informations essentielles. Tout le monde, alors peut-être d'autres personnes vont nous rejoindre, mais l'essentiel des participants et participantes sont là. Donc, peut-être entrons sans plus attendre dans le vif du sujet, la médiation de projet. Alors, imaginez une salle de réunion tendue, remplie de visages frustrés, de voix qui s'élèvent. Au centre de la table, un projet ambitieux est sur le point de s'effondrer. Les délais sont dépassés, le budget explose, la communication entre les équipes est au point mort. C'est dans ce chaos véritablement que j'ai rencontré pour la première fois une chef de projet brillante mais désespérée. Elle m'a dit, j'ai l'impression de diriger un navire qui coule. Comment puis-je sauver ce projet et mon équipe? Cette scène, chères participantes, chers participants, n'est malheureusement pas rare dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Vous le savez, les conflits, les malentendus, les objectifs divergents, tout cela peut rapidement transformer un projet prometteur en un véritable cauchemar. Et s'il existait une approche capable de transformer ces situations de crise en occasion de croissance et d'innovation? Une méthode qui peut non seulement sauver des projets, mais aussi, surtout, renforcer les équipes et créer une culture d'entreprise, mais aussi d'administration, d'association, bref, d'organisation plus collaborative et productive. C'est là qu'intervient la médiation de projet, un outil puissant, mais souvent méconnu,
Et pour en parler aujourd'hui, je reçois une invitée exceptionnelle, Myriam Baquet. Myriam Baquet, vous la connaissez toutes et tous, c'est une figure de proue dans le domaine de la médiation en France, avec plus de 25 ans d'expérience en tant que médiatrice et formatrice. Ton parcours impressionnant, Myriam, allie expertise théorique et pratique approfondie de la médiation. Tu es diplômée en droit public et de l'école de Sciences Po Paris à l'origine. Tu as débuté ta carrière comme assistante parlementaire avant de te consacrer pleinement à la médiation. Et tu es actuellement responsable et associée gérante de la Maison de la Communication à La Rochelle, où tu exerces en tant que médiatrice et formatrice. J'en profite d'ailleurs pour saluer les stagiaires du certificat en médiation que tu as créé avec le CEMA et l'ANM, deuxième promotion cette année, contribuant ainsi à former la prochaine génération de médiateurs et médiatrices. Ton engagement, Myriam, pour la professionnalisation de la médiation se reflète dans ton implication active dans le collectif Médiation 21 et bien sûr au sein du Conseil national de la médiation, dont tu es la première vice-présidente. Alors, au cours de ce webinaire, tu vas nous révéler comment la médiation de projet peut devenir le nouvel Eldorado pour les organisations, transformant les défis en triomphe, n'ayant pas peur des mots, et les conflits en collaboration fructueuse. Et la première question que j'aurais envie de te poser, Myriam, est la suivante. Qu'est-ce que la médiation de projet? Qu'est-ce que c'est? Et en quoi diffère-t-elle des autres formes de médiation? Bah, écoute, merci Elsa, déjà, merci beaucoup de retracer comme ça. C'est toujours intéressant d'entendre qui on est. Est-ce que je suis vraiment ça? J'ai toujours l'impression que c'est pas de moi dont on parle quand on voit ce cheminement à 58 ans. C'est vrai qu'il y a eu un peu tout ça. Et merci beaucoup, Séma, voilà, par ta voix aujourd'hui, hein, Catherine Emmanuel et effectivement Hélène qui sont là aussi, et Bertrand, hein, qui sont là à nos côtés pour que ces webinaires apportent un maximum, je dirais, d'interaction et de pédagogie, hein, puisque notre objectif, on est au SEMA, c'est vraiment de partager avec vous tous qui avez pris soin ce soir de vous libérer jusqu'à 20 heures, hein, de partager ce qu'est cet objet médiation de projet. Alors, je parle d'un objet parce que c'est vrai que tu me demandes qu'est-ce que c'est finalement par rapport à ce qu'on connaît peut-être plus, hein, la médiation de conflit, la médiation qui serait plus curative. Bah, moi, je dirais en tout cas que c'est avant tout un processus de dialogue. Ce processus de dialogue, il est destiné à accompagner la réalisation d'un projet. Ce projet, il est défini, il est déjà vraiment connu normalement et voulu par l'organisation, que ce soit une entreprise ou une collectivité, un hôpital, un EHPAD, voilà, on va voir un peu tous les types d'organisations. Il est facilité ce projet, il doit être facilité à l'aboutissement, la réalisation de ce projet par un ou des tiers, parce qu'on va voir concrètement que les médiations de projet ont souvent besoin de plus de deux médiateurs, un ou des tiers. Alors bien sûr, ces tiers, comme tu le sais, Elsa, ils sont neutres, ils doivent être indépendants, ils doivent être impartiaux, bien évidemment, hein, puisqu'ils n'ont pas à avoir je dirais, de projets eux-mêmes à la place des autres, à la place de ceux qui sont en action, et ce, normalement, en l'absence de conflits déclarés. Quand on est en médiation de projet, on ne nous dit pas, en tout cas, l'organisation ne nous dit pas qu'il y a un conflit. On nous dit très souvent il peut y avoir il y a une petite difficulté, comme tu le disais tout à l'heure dans ta présentation. Voilà, on a envie de ce projet, puis finalement, on voit bien que ça coince, la systémie fonctionne pas comme souhaité, mais on ne nous dit pas, en tout cas, qu'on est là pour résoudre le différent. Et on va Oui, voir. souvent on dit que la médiation de projet est une médiation préventive par opposition à la médiation de conflit qui, elle, arrive après le différend entre les personnes. Absolument. On la classe dans cette typologie de médiation préventive, davantage la médiation de projet, euh, parce que l'idée est que grâce à ce travail en médiation qui permet l'aboutissement du projet et par les bienfaits de ce qu'apporte cette écoute, cette collaboration, cette facilitation, eh bien, on va pouvoir éviter des conflits futurs. Hein, donc, on est bien là-dedans. Mais ça, c'est l'idyllique. Ça, c'est la définition sur le papier. Parce que ce qu'on peut se dire quand même, c'est que dans toutes ces médiations de projet, ou dans certaines d'entre elles en tout cas, on voit qu'il y a des temps, hein, et on ira plus loin, des temps
de médiation, parfois interpersonnelle, parfois plus collective, de conflits, hein, qu'il faut quand même que le médiateur mette en place si on veut permettre l'aboutissement du projet. Finalement, ce que tu dis, c'est que même si, en théorie, le médiateur de projet intervient avant le conflit, finalement, quand il va mettre en place son processus, il va s'apercevoir qu'il y a, alors peut-être pas un conflit ouvert, même si peut-être tu nous en parleras, ça peut arriver, du moins des tensions qu'il va falloir désamorcer, d'où l'importance d'être médiateur avant tout. Absolument. Alors ça, pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment la déontologie du médiateur, la compétence du médiateur qui s'exprime tout au long de la médiation de projet. Et on n'est pas dans, enfin, je ne veux pas dire de la simple facilitation, parce que la facilitation n'est pas si simple que ça. C'est pas non plus, si c'est une médiation de projet environnemental, du dialogue territorial. On est vraiment dans de la médiation. Peut-être dans la définition, si tu l'as vu, Elsa, ce qu'on peut noter, c'est que je n'ai pas parlé de confidentialité. Mhm. Voilà, et donc ça, c'est peut-être un des points déjà qu'on peut transmettre à tous ceux qui nous écoutent. C'est que en règle générale, ces médiations de projet, nombre d'entre elles sont publiques. Là, j'avais deux exemples hein, dans ceux que je t'ai transmis. Un exemple qui est, sur lequel je suis déjà intervenue hein, sur la médiation de projets environnementaux entre riverains et agriculteurs. C'était public, il y avait des articles de journaux, il y avait la presse, donc évidemment, on ne peut pas parler de confidentialité. Mais je pense aussi à une autre médiation publique qui concernait la zone artisanale d'Arcenré, dont le commanditaire était Madame la maire hein, d'Arcenré, qui a souhaité avec son conseil municipal faire travailler l'entièreté des artisans et ceux qui sont autour de cette zone artisanale, donc des habitants de la commune, les administrés, pour réfléchir à cet avenir à donner à cette zone artisanale, qui avait de grosses difficultés avec voilà, une transformation du foncier, des artisans qui revendent, c'est intéressant de voir ça, des artisans qui revendent leur échoppe pour faire des lofts. Tu vois, t'imagines l'île de Ré en été, hein, ça rapporte énormément. C'est-à-dire qu'une zone qui était censée artisanale devenait une zone aussi à pression immobilière. Et donc, elle a souhaité redonner, je dirais, aux artisans et aux habitants la responsabilité de savoir qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce que les vélos, tous les touristes qui traversent la zone artisanale ne se prennent pas un camion ou un tracteur, puisqu'il y a le sel, tu sais, sur l'île de Ré, Mhm. qui Mhm. est effectivement à cet endroit-là aussi une zone saline. Et c'était vraiment éminemment intéressant de voir que cette confidentialité, puisque j'en parlais à ce moment-là, n'était pas, ne pouvait pas être respectée. Euh, voilà, puisque ça n'était pas l'objet. Oui, quand tu dis public, en fait, c'est dans les deux sens du terme de ce que j'entends. C'est que public, tu parlais d'articles de presse, c'est quelque chose qui va être médiatisé parce que dans ce que tu dis, il y a quelque chose de l'ordre du débat démocratique qui transparaît, associer les citoyens à des prises de décision, à la destination de certaines zones ou de certains bâtis, et aussi une médiation avec des personnes publiques parce que forcément, quand on dit débat démocratique et prise de décision, bah, souvent, il y a une personne publique, une mairie, un département, parfois l'État, une région, que sais-je. Absolument. Et en même temps, la commune était vraiment soucieuse que les décisions qui seraient présentées ensuite au conseil municipal, les propositions qui seraient ensuite prises par l'Assemblée délibérante, émanent vraiment des personnes qui étaient sur le territoire, c'est-à-dire notamment les artisans et les habitants. Donc on voit il y a un partage hein, très démocratique hein, de la prise de décision et que même pour la médiation environnementale, on avait, sur cette autre médiation de projet, on avait des élus, comme tu l'as dit, puisqu'il y avait effectivement 12 élus vraiment identifiés aux tables rondes. Il y avait les représentants d'associations, donc Avenir Santé Environnement, qui avaient été les premiers à tirer l'alerte sur les cancers pédiatriques, recrudescence des cancers pédiatriques autour de La Rochelle, et les agriculteurs qui vivaient sur les 5 communes agricoles les plus proches de la ville de La Rochelle, ainsi que les riverains.
avec un choix aussi démocratique sur quel riverain pour représenter ça. Mhm. Mhm. Donc là, ça veut dire tirage au sort sur les listes électorales, où je suis allée avec les maires. Enfin, tu vois, il y a tout un... On voit la complexité, je ne sais pas si vous l'entendez dans ces deux cas-là. Ce ne sont pas des médiations où on dit, tiens, on va faire un entretien préparatoire avec chacune des parties, et puis on fera une première plénière s'il faut une seconde. On voit que dans ces médiations de projet, on touche d'emblée le multipartite déjà, donc Mhm. beaucoup de monde. Et il y a tout un travail de réflexion vis-à-vis du commanditaire pour faire le tour de table. Hein, quel est le meilleur tour de table? Et comment moi, en tant que médiateur ou médiatrice, je garde mon indépendance, notamment vis-à-vis du politique. Parce que le Mhm. politique, lui, il a son projet et parfois il a son agenda caché. Oui, tu parles de possible instrumentalisation de ton processus et ça pose justement la question de l'ingénierie de la médiation, de comment qui a à dire quoi à qui finalement, ça se résume souvent à ça, une médiation de conflit, mais ce que j'entends, c'est que la médiation de projet, c'est un peu la même chose. Et donc, le médiateur de projet doit être sensible à toutes ces problématiques pour ne pas être porteur d'un projet qui ne serait pas le projet commun issu de la médiation finalement, qui serait là pour légitimer autre chose. C'est exactement ça, et je l'ai écrit, donc on en a beaucoup débattu, donc je peux le dire lors de ce webinaire. On peut très bien avoir des élus, par exemple sur la médiation avec les agriculteurs, qui, parce qu'ils ont été élus et qu'ils sont clairement sur des listes écologiques, hein, ou alliés avec les partis écologiques, qui soient vraiment dans un choix de transition agroécologique, et donc fin des pesticides. Et ça peut être pour eux le projet qu'ils souhaitent donner à la médiation, alors que le projet qui a été publiquement annoncé à tous, c'est faciliter le dialogue entre riverains et agriculteurs sur les pratiques agricoles en campagne rochelaise. Donc, on est sur un dialogue qui doit être facilité pour créer une compréhension entre ce que vivent les agriculteurs, ce qui est difficile pour eux, et ce que vivent les riverains, ce qui leur fait peur, hein, avec vraiment des maisons sur lesquelles tu as le champ qui est derrière, qui est juste au niveau de la maison, avec une petite route qui sépare, et où ils voient un épandage de produits sans savoir ce que c'est, et en sachant est-ce que je peux mettre mes enfants ou pas dans le jardin parce que là, mon voisin est en train d'épandre. Donc, on voit que pour les volontés des uns et des autres sont pas forcément les mêmes, et que en tant que médiateur, on doit rappeler ce pourquoi aussi on a été désigné. Là, c'est vraiment ce projet, il a été porté par la région Nouvelle-Aquitaine, tu vois, en l'occurrence. Mm. Il a été affiché sur un appel d'offres, hein, et on était vraiment au niveau de régional. Mm. Et dans tout ce que tu dis depuis le début, on sent bien que c'est de la médiation. Parce que là, tu parlais par exemple des peurs des riverains, les intérêts des agriculteurs, euh, voilà, une zone d'accord qui pourrait peut-être se dessiner. C'est là où on perçoit que quand bien même on est dans le préventif, ben, tu utilises ces outils hein, de la médiation, de régulation, de reformulation, j'imagine. Absolument. Avec des documents, voilà, une réflexion sur des documents préparatoires pour faciliter quand tu as 50 agriculteurs, 50 riverains, c'est important de pouvoir recueillir une vision commune, hein, de ce que les uns et les autres souhaitent dans le projet. Et donc, tu vois qu'il faut bien qu'on ait des documents et sur lesquels on va pouvoir ensuite animer la prise de parole, avec aussi des entretiens préparatoires où on mettra que les riverains, que les agriculteurs, que les élus, que les membres de l'association Les Tireurs d'Alerte, de l'association Santé-Environnement, hein, qui avait été encore une fois touchée par des questions de cancer d'enfants. Donc, je dirais les outils, le processus que vous connaissez tous, euh, cette logique, on la retrouve, hein, dans Mm. la médiation de projet. Ce qui est important, c'est de re-questionner et de re-questionner toujours dans notre éthique de médiateur. Quid de la confidentialité? Est-ce que c'est le projet qui n'est pas confidentiel, mais ce qui se dit dans les entretiens reste confidentiel? Et qu'est-ce que je dis? Et ça, bien évidemment, à tous les échelons, il faut se reposer la question de la confidentialité malgré tout. Hein,
Et donc, enfin, moi, d'une façon générale, je ne suis pas perdue dans cette médiation de projet parce que ma colonne vertébrale que j'ai acquise par la formation, par ma pratique de la médiation, elle est bien présente. Et je rappelle à tous que ces médiations-là, et moi vraiment, je me le suis pas appliqué suffisamment pour cette grosse médiation environnementale, et depuis, je le fais davantage. Euh, Si on est chef de projet sur une médiation de projet en tant que médiateur, ça peut être intéressant d'avoir du coaching au-delà de l'analyse de la pratique qui souvent vient après la médiation, parfois en cours, mais ça peut être vraiment intéressant de prendre voilà, un référent, un coach à ses côtés, Mm. parce que ce sont des médiations stressantes, particulièrement stressantes. Mm. Oui, tu disais le nombre et les enjeux aussi, hein, qui sont très Vraiment, prégnants. Alors, peut-être, avant que tu nous dises, parce que tu parlais de coaching et moi, ça me fait penser aux outils aussi. Est-ce qu'il y a des outils partagés et tout ça? Mais peut-être Marianne Souquet qui nous écoute et je la salue au passage, elle nous dit quelle serait la différence entre le dialogue territorial, que tu connais bien aussi par ailleurs, Myriam, et la médiation de projet? Est-ce que pour toi, il y a des points de contact et peut-être des points de divergence? Alors, ben, c'est vrai que le dialogue territorial, c'est quelque chose souvent qui est prévu, hein, et qui peut aussi se rapprocher de toutes les questions de concertation. On va faire dialoguer le territoire pour savoir si ben, on va pouvoir mettre des éoliennes. Alors moi, ce que je ressens en tant que médiatrice, et la grosse différence quand on est formé en tant que médiateur, c'est que l'objectif, c'est quand même qu'il y ait des prises de décision. On est bien d'accord que c'est rétablir du lien, donc vraiment faciliter le dialogue, mais on sait bien qu'au bout du processus, en tant que médiateur, il va falloir qu'il en sorte quelque chose de concret, quelque chose sur lequel on se serait mis d'accord pour aboutir à vraiment à la mise à jour du projet. Donc le dialogue ne va pas jusque-là. Le dialogue territorial, il permet ensuite aux élus de prendre la température. Moi, de ce que j'en connais, je renverrai volontiers, j'irai volontiers appeler un ami, Nicolas Leméoté, qui est bien plus expert que moi sur toutes ces questions de dialogue territorial, de concertation. Et de Nicolas Leméoté, vous le connaissez, c'est celui qui a écrit un de nos Médiation environnementale au médiations pluriel. environnementales, voilà, qui a beaucoup travaillé donc, avec Jacques Faget, hein, aux éditions RS, je crois. RS, RS, oui, c'est pas très mieux, c'est pas l'Harmattan, c'est RS. Mm. Donc avec Jacques, ils ont voilà, travaillé dans la collection RS, effectivement, hein, sur la médiation environnementale. Mais moi, ce que je retiens, c'est que médiation, l'aboutissement, je dirais, naturel, c'est effectivement que par le dialogue, par cet établissement d'une saine communication, eh bien, on va se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire pour que le projet réussisse. Voilà. Et on a des Mm. solutions. Là, par exemple, si je prends alors je vais vous donner des exemples d'aboutissement, hein, de médiation de projet. C'est le plus intéressant, en fait, c'est ça. On C'est vrai. s'occupe d'un EHPAD, hein. On avait dans une médiation, elle a fini début janvier pour une dernière réunion, une médiation donc entre les familles des résidents de l'EHPAD, le personnel de l'établissement, aussi bien encadrement que médical. Et on avait quelques résidents, je dirais, valides, hein, qui pouvaient être là. Et dans cette médiation, c'était comment construire ensemble, famille et établissement, l'accompagnement des résidents en confiance et avec bienveillance dans l'intérêt supérieur des résidents. Ça avait démarré par une plainte des familles auprès de l'ARS, Nouvelle-Aquitaine. En fait, on avait tout un collectif de familles en colère. Donc, ça avait démarré, pour le coup, en conflit. Là, Elsa, on est clairement. Hein, moi, quand j'ai été voir la directrice de l'établissement, de l'EHPAD, il y avait vraiment un conflit. Et en fait, en discutant avec la directrice de l'établissement euh, et en écoutant ses difficultés et ses besoins, eh bien, on a mis en place une médiation de projet avec ce titre-là.
Ce titre-là a été accepté par les familles qui sont rentrées dans ce dispositif, l'objectif étant de voir plus loin que le conflit lui-même et mettre en place toutes les étapes pour rétablir de la confiance. Et en fait, on s'est rendu compte que tout était un problème de communication. C'est-à-dire que dans les EHPAD, ceux qui font de la médiation en santé hein, le savent, les familles vont mal. Les familles sont tellement euh, craintives par rapport à l'état de leurs parents qu'elles n'arrivent plus à communiquer de façon suffisamment ouverte et calme. Et donc, le travail qu'on a dû faire, mais pour vraiment ramener de la paix et de la capacité de communication, a été notamment les décisions qui ont été prises, ça a été, voilà, il y aura un café des familles, il y a 24 points qui ont été relevés par les familles, qui étaient des points inquiétants. Sur les 24 points, sur tout ce tableau, pendant cet été 2024, les soignants, le personnel d'encadrement, les gouvernantes, les infirmières, chacune s'est mobilisée, chacun s'est mobilisé pour apporter de l'information sur chacun de ces points. Et ensuite, on a pu travailler sur comment mieux communiquer ensemble pour que, voilà, lever les risques et que tout le monde se sente concerné dans une ambiance, en tout cas, collaborative, dans l'intérêt des résidents. Voilà, Oui, ça c'est un exemple. finalement, même s'il y a du conflit d'emblée, tu ne t'interdis pas de proposer ou d'aller vers une médiation de projet. Ça se passe un peu comme si c'était une porte de sortie. Tu leur offres quelque chose au-delà de la résolution du conflit. C'est pas juste résoudre ce conflit, c'est comment vous allez vivre ensemble ensuite. Oui, parce qu'en fait, en plus, c'était tellement blessant pour le personnel de l'EHPAD, qui sont vraiment, enfin voilà, des gens qui ne comptent pas leur temps, qui sont tellement, enfin, c'était tellement blessant de dire, on va rentrer en médiation parce que ce collectif de familles, qui sont quelques familles, hein, voilà, ça avait pris une proportion énorme parce que ça avait été envoyé à l'air, effectivement à l'Agence régionale de la santé, mais d'une façon générale, les clignotants étaient extrêmement ouverts pour la grande majorité des familles. Mais c'était vraiment aidant pour que les personnes rentrent volontairement et de façon, je dirais, dynamique et positive dans la transformation de la difficulté, de ne pas cristalliser sur le conflit. Hmm. Donc ça, c'est vraiment un exemple de médiation au départ avec une écoute de conflit qui s'est transformée en projet au moment de la commande. Mais parfois, on me fait une commande de projet, clairement, on ne me dit pas qu'il y a un conflit, et puis, c'est moi, dans les entretiens, qui me rends compte que, mais là, enfin, quand je dis moi, c'est moi et l'équipe, hein, parce que Hmm. on est plusieurs, on se rend compte qu'il faut vraiment un temps de médiation interpersonnelle. Les deux fonctionnent, ça fonctionne dans les deux sens Oui, finalement. voilà. Et ce qui est intéressant en t'écoutant, ce que je me dis, c'est que ça permet de connoter positivement la médiation. Parce que comme je disais, le conflit, bah, on n'a pas envie de s'y frotter. Les personnes, bah, elles sont en conflit depuis des années, elles n'ont pas envie, elles ont envie de passer à autre chose. Et finalement, toi, ce que tu leur offres, de façon très diplomate, je dirais, tu leur offres une perspective de sortie du conflit, mais pour qu'ils puissent construire quelque chose. Et ça, c'est assez malin, je trouve, pour vendre la médiation. D'où le titre de l'Eldorado des organisations. Enfin, voilà, si on l'a trouvé, ce titre, c'est que pour moi, ça a vraiment du sens, et bien sûr pour le SEMA, parce qu'on se rend compte que, mais je ne suis pas la seule à le dire, que finalement, la médiation, si on a du mal à la vendre, entre guillemets, Ouais. la médiation, c'est que personne ne veut parler de conflit. C'est vraiment un gros mot, c'est mal perçu. Pour le dirigeant, c'est dire qu'il a failli dans sa volonté de bien faire, de fédérer, voilà, de gagner en productivité avec ses collaborateurs, d'être à l'écoute de chacun. Pour les collaborateurs, eux, quand un manager est montré du doigt, bon, bah, c'est compliqué quand même, ou entre deux personnes. Hein. Et le fait de dire que c'est une médiation de projet et d'être capable de nommer positivement, comme tu le relèves, euh, cette dynamique de sortie finalement vers quelque Mm. chose qui porte et qui porte l'organisation, c'est extrêmement fédérateur et en fait on a une adhésion, pleine et entière, ce qui n'empêche pas que lors des entretiens individuels,
moi, je pose toujours la question, euh, et vous, à titre personnel, est-ce que pour réussir le projet, vous auriez besoin d'une médiation interpersonnelle avec quelqu'un de l'équipe? Et là, bah, ça sort hein, parfois. Là, j'ai eu entre deux des directeurs d'une grosse collectivité territoriale où la médiation de projet, c'était comment mieux communiquer pour réussir nos missions culturelles au service des habitants, hein, donc de cette grosse collectivité, communauté de communes. Eh bien, cette équipe chargée de tout le culturel de cette CDC, il y avait les deux des directeurs qui ont eu besoin d'un temps de médiation interpersonnelle qui a été finalement assez rapide. Moi, ce que je note, c'est que dans ces médiations de projet, les médiations interpersonnelles qui sont mises en place, toutes celles que j'ai eu à faire, c'est parfois vraiment, on n'a même pas besoin de faire d'entretien sur le conflit préparatoire, on les met ensemble et sur voilà, des points sur lesquels ils ont besoin de vider, hein, vider vraiment leur sac, dire ce qui a été difficile pour eux, ça les remet dans le collectif ensuite de façon très, très saine. Mm. Oui, ce que je note, c'est que, comme tu le soulignais au départ, ce sont des médiations extrêmement complexes parce qu'il y a des acteurs privés, des acteurs publics, des collectifs qui viennent s'ajouter à ça. Tu le disais, des médiations multipartites. Et on a une question, vaut-il mieux travailler en comédiation? Je crois que là, tu ne fais même pas de la comédiation stricto sensu, tu fais de la plurimédiation. Je ne sais pas comment on dit. Alors, Combien ce qui est de... important, c'est qu'il y ait un chef de projet quand même dans cette médiation de projet. Il faut vraiment qu'il y ait un médiateur leader parce qu'il y a déjà tellement de monde, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit le référent. Ensuite, ça se travaille effectivement la médiation environnementale. J'avais dans les statistiques, je t'ai envoyé ça, c'est écrit minuscule. On était dans les. Qu'est-ce qu'il m'a donné, Nathan? On était 15 médiateurs Ouais. hein, dans la médiation environnementale. Et il y avait 5 scribes, c'est-à-dire qu'on a pris des médiateurs qui eux-mêmes n'étaient pas médiateurs, mais étaient là pour prendre en note, parce qu'il y avait trop de choses à faire pour les médiateurs, il fallait qu'il y ait des personnes qui prennent en note ce qui se jouait. Donc il y avait 5 scribes. Voilà. Donc, il y a un pool de médiateurs assistés par ces scribes qui sont eux-mêmes médiateurs. Tu disais, c'est Ils des sont eux-mêmes médiateurs les scribes. donc 15 Voilà. médiateurs, 5, mais 15 scribes, donc on était 30 professionnels sur cette médiation-là. Ouais. Et tu dis un chef de projet, enfin un médiateur qui va coordonner tout ce monde-là. Donc là, ça c'est moi, parce que Mhm, mhm. c'est l'expérience qui fait que j'ai tendance enfin, je porte ces médiations de projet jusqu'à présent. En tout cas, pour la maison de la communication, pour le moment, c'est toujours moi. Et il y a 5 médiateurs pour la médiation de la zone artisanale avec 2 experts de la Chambre de commerce et d'industrie qui sont venus donner de l'information. Parce que ce qui est important, c'est pas de faire de la bouillie de chat, hein. Même si on connaît bien le sujet, on ne va pas donner de l'information à nos médias comme on le fait d'habitude en Mhm. champ. Donc là, il fallait rappeler c'est quoi les règles des zones artisanales, quel type de publicité on peut faire, la signalétique, les zones de cyclables. Enfin, il fallait donner de l'information sur tout ça. Et donc, on a fait venir des experts de la Chambre de commerce qui sont venus donner de l'information et ensuite on a pu continuer, comme on le fait en médiation quand on a besoin d'un sachant. Oui, Les donc en réflexes sont plus les de mêmes. ce pool de médiateurs, ces Là, scribes, tout ce monde, en plus, il y a des tiers sachants, parce oui. que tu dis, il faut être précis sur les faits pour pouvoir avancer dans le projet. Donner de l'information pour que le projet puisse se réaliser. Et pour la médiation environnementale, on avait enfin, on avait fait venir aussi des experts qui sont venus de Mhm. formation sur les pratiques agricoles, sur la dangerosité des pesticides. Ben voilà, parce que c'était questionné aux tables. Et quand tu parles de chef de projet, peut-être pour dissiper une ambiguïté qui pourrait exister, on parle dans le monde de l'entreprise de chef de projet dont le rôle je connais pas très bien, mais le rôle c'est de tenir un calendrier, de faire travailler les gens ensemble, mais pas en mode médiation. Et puis là, toi, tu parles de chef de projet, mais d'une équipe de médiateurs que tu vas coordonner. Donc peut-être distinguer les deux notions, c'est pas la même chose.
c'est pas la même chose. Là, effectivement, le médiateur responsable finalement, hein, qui est aussi celui qui parlera à la presse, qui est aussi celui dont on donnera le numéro de portable s'il y a besoin d'aller plus loin parce que tel ou tel médier qu'on a eu dans un collectif souhaite revenir vers vous. Ben, c'est effectivement, il faut qu'il y ait une personne identifiée en fait. Hmm. Et pour préparer les grandes réunions plénières, eh bien, on fait comme ça, comme on le fait ce soir, une visio avec tous les médiateurs et on va s'appliquer ce en quoi on croit, c'est-à-dire l'intelligence collective, pour dire, Hmm. voilà, moi j'ai imaginé qu'on pourrait poser telle question et tous les mêmes questions, qu'on pourrait se répartir le temps, parce qu'il y a une question de temps hein, dans tout ça. Tu l'as compris, c'est des médiations hors normes. Donc, on a parfois, moi j'ai vu qu'en moyenne, on était à 5 mois et demi en moyenne, hein, avec pour la médiation environnementale 10 mois, la zone artisanale 10 mois. Hein, donc voilà, on voit bien qu'en moyenne, il y a des médiations de projet, une médiation de projet qui a mis 1 mois. Donc, Ah, tu en as des très courtes, oui, mais qui sont une minorité de ce que je peux comprendre, et des plus longues, on dirait. celle d'un mois, tu sais, c'était celle sur, on en parlera peut-être un peu plus tard, c'était celle sur réussir ensemble le projet de transmission et de reprise du groupe dans Hmm. sa dimension humaine. Voilà, donc c'était intéressant. Là, c'était des dirigeants d'entreprise, quelqu'un à la retraite quasiment, qui avait créé l'entreprise, qui était le fondateur, avec ses 2 directeurs. Et donc, c'est une médiation à 3. Et le projet, c'était réussir la transmission. Et intelligemment, moi, j'ai vraiment proposé la médiation de projet aux dirigeants qui avaient entendu parler de la médiation et qui se demandaient comment faciliter, au-delà du travail de l'avocat, qui avait déjà tout prévu sur ce qu'il fallait faire juridiquement, au-delà du travail de l'expert comptable, du cabinet expertise comptable qui savait très bien comment aussi gérer. Et d'ailleurs, c'est l'expert comptable qui a eu l'idée de la médiation de projet. L'expert comptable qui était lui-même médiateur. Hmm. Et alors, peut-être avant d'en arriver aux outils et pour dissiper des malentendus, quand tu parlais de dialogue territorial ou il y a quelqu'un dans les questions qui nous parle de concertation, moi, ce que j'entends, c'est que la médiation de projet, c'est quand même quelque chose de transversal et qui ne porte pas forcément sur l'environnement. Bien sûr, ça peut porter sur des questions comme la grosse médiation que tu as faite entre les agriculteurs et les riverains. Mais là, depuis le début, tu nous parles de médiation à l'EHPAD, transmission d'entreprise, donc c'est très varié finalement. Eh ben, ça peut être, à mon avis, moi de ce que j'ai vu, il y a eu pas mal d'entreprises innovantes qui se sont saisies de la médiation de projet. Donc plutôt des entreprises avec des salariés jeunes, des produits innovants. Hein, donc c'était plutôt ce type d'organisation. Après, comme on l'a vu, des collectivités territoriales, des organismes publics. Celle aussi que j'ai eue en début d'année, qu'on a terminée en début d'année, c'était une clinique. Hein, donc dans le Périgord. Donc voilà, c'est vraiment, ça peut être euh, type d'organisation et ça s'adapte très bien à l'environnement. Hum, Euh, Puisque on peut définir le projet, si c'est de mettre des éoliennes, si c'est éventuellement une autoroute ou en tout cas changer une forêt. Là, on voit bien que ça serait vraiment intéressant de mieux faire connaître la médiation de projet comme étant une possibilité pour éviter des ruptures. Oui, Voilà. et d'ailleurs, par rapport à la concertation, pour réagir à une des questions qui est posée, l'avantage que je vois à la médiation de projet, tu le disais, c'est vraiment un exercice démocratique, c'est vraiment associer les personnes à un projet et chacun et chacune a une voix et peut apporter sa pierre à l'édifice, alors que la concertation, de ce que j'en connais, ce sont des consultations où on fait des observations, mais on n'est pas certain que ça va être repris. Absolument. Et c'est aussi cette grosse différence, c'est que souvent, et d'ailleurs je dirais, les habitants, d'une façon générale, les citoyens, nous disent combien ils sont frustrés dans la démarche de concertation et combien ils sont davantage écoutés parce qu'ils se sentent
plus à égalité et dans un accompagnement, je dirais, qui les amène à avoir une visibilité de ce qui va se passer après. Alors qu'en concertation, bah, c'est prévu dans le dispositif, on doit faire la concertation. Merci de nous donner vos écrits et après, on ne sait pas à quoi ça sert. Oui, Donc, donner sa je place un là. peu, hein, mais c'est un peu ça. Oui, oui. Euh, Ce que j'entends, c'est donner sa place à chacun. Et c'est là où on est vraiment au cœur de la médiation. C'est chacun une place équivalente. La parole de chacun a la même valeur et va être prise en compte finalement dans le projet final. Donc, on est en plein dans la médiation, en fait. C'est éminemment démocratique. Moi, j'aime beaucoup le dire et je l'ai beaucoup dit pour cette médiation environnementale. C'est vraiment l'expression de notre triptyque républicain, et je le dis avec beaucoup je dirais, de facilité en médiation, parce qu'on est là, on est libre d'y être. On les a effectivement choisis sur les listes électorales. On leur a écrit, mais ils avaient le droit de ne pas répondre à l'invitation. Ils étaient libres de participer ou pas. Donc la liberté, on est à égalité et on leur disait, vous avez le même temps de parole avec les élus, votre voix sera entendue de la même façon que celle des élus. Et bien sûr, fraternité, puisque ça, c'est vraiment l'altérité qu'on a voilà, cher à Catherine Emmanuel dans ses formations, hein, et ces fameux ponts d'altérité que l'on se doit de créer dans toute médiation. Et ça n'est ni plus ni moins qu'un processus démocratique. Hum. Et ça nous amène aux compétences du médiateur de projet, parce que non seulement ce sont des processus complexes, on l'a évoqué, il faut les construire, veiller à ce que chacun soit entendu. Les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer dans ce type de médiation, qu'est-ce qu'il leur faudrait comme développer comme compétences, affiner? Quels seraient tes conseils? Alors, moi déjà, si on a envie de dormir à peu près sereinement, je pense que c'est important peut-être de ne pas démarrer tout de suite par de la médiation de projet si on n'a pas quand même déjà une bonne expérience, tout simplement de pratique de la médiation avec deux personnes, éventuellement deux avocats, déjà à quatre avec le médiateur ou le co-médiateur. Ça permet quand même de respirer par le nez, quoi, et de voir comment est-ce que ça se passe et comment je réinvestis ce que j'ai appris à la fois en formation, mais aussi quelles sont les compétences personnelles en tant que dirigeant, en tant qu'avocat, quand je suis en activité de médiation, ben, comment est-ce que je réinvestis tout ce qui est moi-même, hein, et ça, c'est déjà important peut-être de ne pas démarrer tout de suite sur des médiations qui sont, à mon sens, complexes. Parce Donc qu'il pour toi, faut il aussi faut d'abord avoir une compétence, l'expérience. une expérience dans la médiation de conflit, puisque finalement, la posture du médiateur de conflit va être celle du médiateur de projet, faire parler les uns en présence de l'autre, donner un espace à chacun. Et ça permet finalement de faire des expérimentations en milieu plus modeste, on dira, enfin, Oui, plus moi, sécurisé. il me semble, parce que d'abord, comment bien présenter, ne serait-ce qu'en public, puisque ça, celles qui sont en public, il faut aussi, alors je dis en public, ça peut être aussi le présenter devant le collectif des salariés Mhm. qui s'y inscrivent. Donc, quand vous êtes devant les représentants syndicaux, voilà, le CSE, enfin, des personnes enfin, il va falloir être suffisamment solide et convaincant ou convaincante, et donc savoir, enfin, je dirais, tous ces éléments de langage qui sont absolument naturels pour le médiateur parce qu'il a déjà fait X injonctions Mhm. de formation, X fois il a convaincu des personnes pour venir en médiation alors qu'il était saisi que par une. Enfin, c'est tout ça qui se vit naturellement ensuite en médiation de projet parce que pour que la médiation se mette en place, ben, ça ne va pas être automatique, hein. Mhm. Et Il va falloir convaincre il va finalement. falloir convaincre, il va falloir trouver les mots justes, il va falloir trouver le tour de table équilibré et rassurant pour les uns et les autres. Et tout ça, c'est l'expérience de médiation qui permet d'être réinvesti. Ce que l'on est soi et ce que l'on a appris en tant que médiateur. Donc, en faisant de la médiation de conflit, on accumule cette expérience nécessaire pour faire de la médiation de projet ensuite, peut-être pas tout seul d'ailleurs, hein, tu le disais. Et est-ce qu'il y a des outils que le médiateur de projet utilise et qui lui seraient spécifiques dans une certaine mesure? Est-ce que tu peux nous en parler?
Bah, tu sais, les outils, enfin, vous les connaissez, puis vous les utilisez déjà dans vos médiations. Ça me semble important en tout cas. Alors, au départ. Il y a outils, mais il y a aussi sécurisation du cadre. C'est-à-dire qu'il y a quand même à savoir écrire cette fameuse convention d'organisation d'une médiation de projet dans laquelle il faut bien, parce que là, on n'a pas le CPC, hein. Mm, Donc, mm. quid de la confidentialité, quid du coût, quid des délais, enfin, donc tout ça, c'est quand même des conventions spécifiques avec Oui, des ce étapes. sont des médiations conventionnelles, c'est pas sous l'égide d'un tribunal. Alors moi, je n'en ai connu que des conventionnels Mm, aujourd'hui, hein. Voilà, puisque finalement, d'un tribunal, on serait effectivement, on est là dans le curatif, une fois qu'on est mm, saisi, et donc les médiations juridictionnelles, qu'elles soient donc administratives ou judiciaires, je n'en ai pas vu de projet. mm. Oui, donc vraiment une responsabilité forte du médiateur qui doit fixer son cadre. Fixer son cadre, le faire valider, le faire signer effectivement. Alors aussi, méfiance, il faut bien chiffrer, hein, je le dis puisqu'on est là de façon pédagogique, hein. Il faut bien chiffrer le travail parce que c'est mangeur de temps plus, plus, plus. Et il y a beaucoup de faux temps, c'est-à-dire que si on ne chiffre que le temps avec les personnes, eh ben vous allez vous retrouver avec 3 heures de travail avec vos collègues pour mettre en place la prochaine plénière. Et ces 3 heures de travail, qu'est-ce que, à minima, hein, avant chaque réunion, voilà, est-ce qu'on les chiffre pour la collectivité, pour l'entreprise? Et comme dans toute médiation, il va y avoir aussi à faire pour vous un sacrifice entre ces, voilà, c'est une organisation publique avec des fonds restreints, contraints. Je fais un effort. C'est un grand groupe qui a tous les moyens possibles. Je peux facturer davantage à l'heure. Mm. Et C'est- d'ailleurs, on a une question sur le financement, parce qu'en médiation de conflit, on dit toujours, sauf meilleur accord, c'est à parts égales, qui finance la médiation de projet? Eh ben, c'est l'organisation, clairement. Donc, si c'est la collectivité, c'est les collectivités territoriales, si c'est la CDC, si c'est la commune, si c'est, voilà. Là, pour celle sur la médiation environnementale, c'était, comme je vous l'avais dit, un appel d'offres du conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y avait un budget pour la médiation alloué par le conseil régional. Donc, moi, je ne facturais pas le conseil régional, je facturais la communauté d'agglomération de La Rochelle, mais sur des fonds, une subvention donc, de la région. Mhm. Et sinon, ce sont les entreprises, c'est l'hôpital, c'est l'EHPAD, voilà. Donc, il y a une négociation, il y a ça aussi, hein, il faut négocier avec le commanditaire le budget et tenter. Alors, moi, j'ai fait des avenants pour la médiation environnementale parce qu'en avançant, il y a eu des choses qui se sont rajoutées. Et donc, alors c'est ça qui est très difficile, hein. Moi, maintenant, je fais très attention. Mm. Je mets, vous savez, les devis à tiroir. Si Mm. ça, c'est dans tel prix. Si ça, il faut vraiment prévoir un devis à tiroir avec, on fait apparaître sur la colonne pour qu'il signe quelque chose de raisonnable. Et puis, on annonce quand même les tiroirs parce que sinon, alors, et la collectivité ne s'y retrouve pas et c'est pas transparent. Et nous, en tant que médiateurs, on s'en sort pas. Ce qui paraît cohérent, puisque tu disais tout à l'heure, ce sont des médiations à tiroir. Tu commences le projet, tu as une médiation interpersonnelle qui vient se greffer, tout ça, le médiateur ne le sait pas en amont, en tout cas pas précisément en termes d'heures. Et donc, dans les qualités du médiateur, au-delà de, et je pense que si on, c'est important d'avoir cette espèce de vision. Il y a une espèce de vision de finalement de ce qu'il faudrait dans l'idéal pour que ça marche. Et même arriver à visualiser la scène de l'endroit où on va faire la médiation, de la façon dont ce qu'on fait normalement quand on prépare sa salle. Mais là, simplement, c'est en plus grand. Et puis, il faut penser à tous les pièges, et s'il se passait ça. Et donc, voilà, il faut être assez, à la fois, avoir réfléchi au maximum au risque, et puis être clairvoyant. Et en même temps, il faut lâcher prise. Donc, tout ça, ça paraît incroyable, mais il faut aussi lâcher Ouais. prise. C'est-à-dire que c'est important d'arriver un peu détendu. C'est souvent des Oui, choses qui se passent le soir, hein. Donc, si on se ah, coltine
une journée où il y a déjà eu une médiation le matin de conflit, qu'on a géré voilà, son entreprise l'après-midi et qu'on se retrouve à 19 h jusqu'à 22 h 30 ou 23 h en médiation de projet, ça ne va pas. Il va Mm, falloir se donner forcément, enfin, on n'est pas des surhumains, il y a une capacité d'écoute et d'interaction qu'il faut vraiment conserver. C'est un mangeur d'énergie plus plus, et donc il faut aussi penser comment je me préserve en tant mm. que médiateur pour réussir la mission. Hmm. Oui, ce que tu dis finalement, c'est qu'il y a un travail préparatoire en amont très important, sans Oui, doute plus important que dans une médiation de conflit. Après, ça dépend de la taille de la médiation de conflit. En tout cas, c'est moins automatique, j'ai l'impression, de ce que tu dis. C'est vraiment très personnalisé en fonction du projet, des participants. Et même là, le médiateur intervient pour les sélectionner. Et en même temps, c'est de la médiation parce que c'est ici et maintenant, c'est l'écoute, accueillir l'inattendu également, et c'est là que ça devient de la médiation finalement. eh oui, c'est ce qu'on vit tout le temps. Ouais, En ouais, format plus plus, quoi. ouais. Et sur les médiations conventionnelles, puisqu'on parle de préparation et ta convention, on a une question. Est-ce que ce sont des conventions que l'on trouve, des modèles, ou toi, j'imagine que tu as fait tes propres conventions, que peut-être tu les modifies au fur et à mesure des projets. Comment tu fais? Alors moi, j'ai créé, avec l'équipe, on a créé ce qu'on appelle un devis valant convention d'organisation d'une médiation de projet. Et donc, la dernière page de ce document, c'est un devis absolument classique, avec Hmm. ces tiroirs dont je parlais. Et avant, bah, d'abord, il y a tout, mais ça, vous le connaissez en médiation organisationnelle, c'est pareil. Avant, il faut rappeler le contexte tel que le médiateur l'a compris de la demande. Donc, il y a tout un passage sur voilà, la compréhension du contexte dans lequel va s'inscrire le projet. Ça, c'est vraiment à faire valider par le commanditaire pour vérifier si c'est bien ça qu'il attend de nous. Ah oui, donc ça c'est important. Excuse-moi, je t'interromps, mais il me semble que c'est important d'insister là-dessus. Il y a une phase de clarification de la demande qui est Et indispensable. Parce que par rapport à une médiation de conflit, alors ça dépend du style du médiateur, mais souvent les personnes, elles décident ensemble de quoi elles vont parler en séance plénière. En tout cas, tu n'as pas besoin de valider en amont. Là, vu que c'est un commanditaire qui t'appelle et qui veut quelque chose de précis, il faut vraiment que tu aies cette phase de clarification. oui. Alors non, et en plus, il y a deux choses. Il y a la clarification avec le commanditaire, avec ce qu'il va valider lui, et il y a la clarification de ce qui va pouvoir sortir de ce document qui va être envoyé aux équipes, aux salariés, et c'est pas la même chose. Parce que ce sur quoi le commanditaire nous dit oui est souvent beaucoup plus complet et peut faire apparaître la fameuse difficulté voilà, qui va peut-être amener à avoir un temps de médiation, peut-être de conflit, Mhm. alors que vis-à-vis des équipes, on va garder, je dirais, le schéma qui est uniquement l'explication vers la réussite du projet. Et là, on va définir toutes les étapes de ce qui va être tel qu'on les imagine au moment où on nous passe la commande Mhm. et on a discuté avec notre commanditaire. Et donc, il y a des formules qu'il faut mettre absolument parce que il faut se prémunir des risques, c'est-à-dire toujours la fameuse formule, on s'engage avec diligence hein, sur voilà, l'accompagnement du projet, mais qu'on ne peut pas garantir la réussite du projet. Oui, ça reste une obligation de moyens. C'est en cela aussi que c'est de la médiation. Et justement, tu parles de la relation du médiateur avec le commanditaire. C'est une relation privilégiée, c'est lui qui va payer, tu vas clarifier la demande, tu vas décider avec lui ce qui peut sortir, par exemple dans un collectif de salariés, ce que tu peux dire ou pas. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette relation médiateur-commanditaire et ses effets sur l'indépendance du médiateur? C'est très piégeux, effectivement. Donc, c'est important de le dire, notamment, bien évidemment, le clignotant, c'est l'indépendance. Euh, on se pose toujours la question, hein, on a réfléchi à ces sujets-là, hein, médiation et séduction. Comment ça se passe avec le commanditaire? Est-ce que je suis dans une relation de séduction avec mon commanditaire? C'est lui qui me paye, c'est lui qui me fait confiance, c'est lui qui va mettre des moyens à ma disposition, quid des salles. Évidemment, dans cette médiation environnementale, moi, je ne peux pas louer l'espace en camp à La Rochelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que l'espace en camp à La Rochelle. Il est sur le Vieux-Port.
C'est énorme bâtiment magnifique où il y avait avant les séminaires les universités d'été du Parti socialiste. Ça Mm. coûte une fortune, mais une fortune que de prendre ce lieu. Or, la médiation s'est faite dans ce lieu. Et si ce n'était pas effectivement le commanditaire qui réserve le lieu, bah, la médiation ne peut pas se passer. Ce n'est pas les bureaux de la Maison de la Communication à La Rochelle qui peuvent mettre 150 personnes. C'est pas possible. Mm. Donc, on a une relation privilégiée, effectivement, euh, et c'est très important dès le départ de montrer son indépendance. Moi, pour la médiation environnementale, il m'avait mise dans un copil avec les élus où j'étais un des membres du COPIL. J'ai fait une réunion, j'y suis sortie, mais en courant et en disant que je n'y mettrais plus jamais le pied. J'ai des élus qui n'étaient pas du tout contents, hein, qui ont demandé, voilà, qui n'ont pas apprécié. J'ai réussi. J'ai dit, tant pis, on arrête la médiation. Mais c'était pas possible. Je ne pouvais pas gérer cette médiation et être dans le comité de pilotage notamment pour eux, de ce que souhaitaient les élus, c'est-à-dire accompagner la transition agroécologique avec un arrêt immédiat des pesticides sur le territoire. Mm. Comment je fais, moi, avec les agriculteurs? Je ne peux pas avoir cet agenda. Oui, tu aurais perdu en neutralité, tu aurais peut-être eu accès à des informations dont tu n'aurais pas su quoi faire, tu aurais eu plus de mal à aller vers les autres. Et puis devoir me justifier. C'est ça le problème, c'est qu'il faut sans arrêt te justifier auprès, alors c'était pas tous les élus, hein, mais auprès de certains élus sur le pourquoi du comment, et avec un questionnement qui montrait que tout était sujet à question et à défiance. Donc, Oui, tu deviens une sorte de prestataire qui doit rendre compte, alors que le médiateur, et en particulier le médiateur de projet, est un prestataire, et en même temps, il est indépendant. Et ça, c'est donc, très compliqué. Et quand j'entends un élu dire le cabinet Maison de la Communication comme si j'étais McKinsey, mm, euh, bon, moi, j'aime pas ça. Enfin, enfin, c'est hyper dissonant. Et mm, j'ai obligé de le dire à mère. Je dis, écoutez, moi, je me sens pas être le cabinet de consultants qui vient vous accompagner. Et donc, il faut bien, enfin, voilà, sans monter, pour ne pas le sentir contre soi, sans monter sur ses grands chevaux, puisqu'on va s'appliquer les accords Toltec, hein, je ne le prends pas à personnel, mais il y a quand même ce risque-là. Donc ça nécessite, alors moi j'ai commencé dans la politique, donc ça, j'ai pas de problème, et je vois par rapport aux sensibilités des collègues, moi on m'envoie au front, dès que c'est politique, on m'envoie au front, parce que 6 ans à l'Assemblée nationale, il en reste toujours quelque chose. mm, Voilà, que ce soit le préfet, que ce soit. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis diplomatiquement, mais je le dis. mhm, mhm. Et j'essaie de garder le lien, en tout cas, que ça ne Mm. soit pas une porte fermée. Donc, ça, c'est aussi une des À l'aise. compétences du médiateur projet. Enfin, Ah le fait d'être publiciste déjà, enfin, le droit public, je sais ce que c'est, et d'avoir ouais, commencé ma vie professionnelle en politique, c'est sûr que ça aide. ouais. Ouais. Et justement, tu nous parles, on parle des compétences, on parlait des outils. Est-ce que tu veux nous partager un outil que tu utilises en médiation de projet? Oui, alors écoute, avec plaisir, je veux bien le faire. Je crois que c'est toi qui l'as. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé de cette médiation des trois, le dirigeant un peu âgé qui part donc à la retraite, qui veut préparer sa retraite. Alors on l'a anonymisé. Et donc le projet, c'était réussissez ensemble votre projet de transmission et de reprise du groupe X dans sa dimension humaine. Et tu vois, c'est une médiation que j'ai faite l'année dernière, celle-ci. Et aujourd'hui, j'aurais mis réussir, comme quoi on a Hmm, toujours sur des verbes. C'est réussir, faciliter, voilà. Donc je n'aurais pas dit réussissez parce que j'ai l'impression, enfin, je le sens moins bien. C'est un détail. Alors mhm, ça, alors le speedboat. D'abord le premier speedboat que j'ai fait. Je l'ai vécu moi-même. Donc, je trouve que c'est intéressant d'utiliser des outils qu'on a soi-même expérimentés. Et on l'a expérimenté nous-mêmes dans le cadre ça rappellera sans doute à Bertrand, à Sophie Libaud, à Gabriel Planès, des souvenirs. On se l'est appliqué quand on a créé Harmonie Médiation. Les associés d'Harmonie dont je fais partie, on s'est réunis avec effectivement une animation. À ce moment-là, c'était Cédric Gary qui animait. Et on a vécu un speedboat. Alors, un speedboat, c'est réfléchir effectivement. La réussite du projet, c'est l'île au trésor.
Donc, si tu vois le petit dessin en dessous, hein, il faut effectivement aller jusqu'à l'île au trésor et on leur donne 30 minutes pour, ils le découvrent le jour même, hein, pour Mhm. noter le ou les embarcations qui représentent, de leur point de vue, le groupe, l'île au trésor à atteindre, qui vont symboliser cette île au trésor. Est-ce qu'elle est très très loin de leur dessin? Est-ce qu'elle est juste à côté? Et ensuite, on va noter leurs envies, leurs atouts. Et ça va être représenté par les vents porteurs, par le soleil, par l'équipage, les appareillages, la table à cartes, la vigie, la figure de proue. Enfin, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils représentent tout ça. Chacun réfléchit d'abord dans son coin. Ensuite, les peurs et les risques. Donc là, on comprend bien en tant que médiateur on va avoir à évoquer tout ce qui est les contraintes, hein. Alors, ça peut être des requins, ça peut être des sirènes. Et on va voir tout à l'heure le dessin, le résultat, hein, de ce qui a été. Mhm. Et, euh, et puis, au niveau du groupe, ce qui est extérieur, c'est-à-dire les fameux récifs, les hauts fonds, les bancs de sable, les tempêtes, et de façon ludique, c'est vraiment le serious game, hein, de façon ludique, mais surtout, ce qui est magique, c'est que ça va très vite. En 30 minutes, ils font ça. Et là, eh bien, en 2 heures de débriefing où on a un volontaire qui vient dessiner le projet commun, chacun disant, ben, moi, j'ai vu plutôt ça, moi, j'ai vu plutôt ça. Moi, voilà comment ils se mettent d'accord. Et ensuite, ben, si tu veux bien partager l'autre, Nathan, Oui, donc, le résultat. Nathan de la Maison de la Communication a eu la gentillesse de reprendre leur dessin et de leur faire de façon informatique le résultat. Donc, on avait Damien, Jérôme et Joël. Joël étant le fondateur qui allait prendre sa retraite. Un gros groupe, beaucoup d'argent, des vrais enjeux, très belle entreprise. Et donc, les deux directeurs, le financier Damien et Jérôme, l'opérationnel. Voilà comment ils se sont vus. Donc, on voit qu'il y a des filiales. Ils ont représenté les petits En bas, bateaux, les petits bateaux, les petits hein, voiliers. les petits voiliers, leurs beaux bateaux avec une superbe figure de proue. Mhm. On a enlevé les noms, hein, des noms de ce qui avait été nommé. Donc, ce qui était porteur, hein, le nouveau siège social, puisqu'il y avait un nouveau siège social, le marketing qu'ils avaient mis en place sur le groupe, ça, ils étaient tous d'accord pour dire que c'était leur force. Mhm. L'île au trésor pour eux, ils ont formulé que c'était consolider le national et ouvrir l'international. Donc, c'était la première fois qu'ils se disaient ensemble, il faut qu'on parte à l'international. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Ils ont été d'accord là-dessus. Donc la Euh, médiation, un simple dessin de deal, finalement, a fait émerger cette idée d'ouvrir à l'international, qui est oui, une décision structurante, hein, pour l'entreprise. grande collective et que Joël avait au fond de lui, mais que les deux autres ont vraiment exprimé comme étant. Alors, je dois quand même vous dire que avant de faire la réunion collective où ce dessin a été accompagné, hein, parce que moi, pendant ce temps-là, je reformule, je questionne. Ah, alors, Damien, quand vous nous dites que pour vous, votre sirène à vous, c'est le numérique, et vous avez mis la sirène, c'est-à-dire celle qui risque de vous éloigner du projet, eh ben, voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi le numérique? Qu'est-ce que vous mettez concrètement, factuellement? C'est quoi? Donc, des types de questions qu'on pose tous en médiation, hein, donc c'est habituel, hein, rien de nouveau sous le soleil. Et c'est là encore qu'on est dans la médiation. Et oui, et lui, il dit, ben, le numérique, ben oui, parce que moi, je suis féru d'informatique. Et moi, si dans tout ce qu'on fait, eh ben, je continue pas à m'occuper des nouvelles technologies, de l'innovation, de l'IA, eh ben, moi, à un moment donné, je vais m'épuiser parce que c'est ça qui m'anime. Donc, on sait que Damien, il a besoin de ça. Donc, ça veut dire que dans le projet, notamment, il va falloir qu'il y ait de l'innovation technologique. Sinon, lui, c'est ça qu'il aime faire. Ça a provoqué l'ennui et peut-être le départ de l'entreprise. Et ce questionnement, tu disais que tu leur laissais 30 minutes pour réfléchir à ça. Est-ce que Seul. tu les fais dans ces 30 minutes? Non, ils sont seuls 30 Tout minutes. seul. Moi, pendant ce temps-là, Ok. je suis payée à rien faire. Tu te prépares à la suite. Et la suite, c'est que ils exposent et donc c'est là où tu poses des Alors, questions. attention, la suite, ce qui est très important, c'est qu'il faut pas qu'il y ait, enfin, faut pas que ce soit plan-plan, hein. C'est pas Damien qui dit, bah voilà ce que j'ai vu, eh ben moi, Jérôme, j'ai vu ça, et moi, Joël, c'est qu'on va le co-construire ensemble.
Et à chaque fois, moi, je relance, je vais gratter un petit peu là où je sens que ça a besoin d'être éclairé, parce que je les ai aussi eu en entretien individuel. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, il y a eu une médiation interpersonnelle. Et heureusement que ben voilà, j'ai eu cette clairvoyance de faire une médiation interpersonnelle entre Damien et Jérôme, parce que Damien et Jérôme, en fait, ils étaient terrorisés sur la place de Joël la suite. Et ils avaient vraiment besoin, et ils n'avaient pas du tout la même vision de leur relation à Joël. Et Hmm. grâce à ce temps de tous les deux, ils ont pu venir en confiance faire le speedboat, la dernière réunion. Et sinon, je pense que j'aurais été au casse-pipe, hein. Hmm. Vraiment, il fallait faire un. Et puis, je leur ai fait. Alors, autre outil, je leur avais envoyé à chacun, et ils sont venus avec, ils ont accepté qu'on les débriefe. Damien et Jérôme, je leur ai donné un égogramme, je leur ai donné donc des états du mois, je leur ai donné le test sur les drivers, sur les messages contraignants, et on a pu travailler et sur leur relation au conflit. Et on a pu travailler, on a pu débriefer ensemble leurs résultats, ce qui a permis que Damien et Jérôme se sont dit des choses hyper fortes sur leur enfance, sur voilà, C'est deux frères, hein, c'est ça. pourquoi est-ce que Damien était dans le soi parfait, pourquoi est-ce que Jérôme était dans le soi fort. Et ils se sont dit des choses sur leurs parents, l'un d'entre eux était l'aîné d'une fratrie avec un frère handicapé. Et le fait de dire ça à l'autre, enfin, ça a éclairé beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses qui ne s'étaient jamais dites alors qu'ils sont dans la même entreprise depuis très longtemps. Et alors, on voit une pieuvre nommée Franck. Alors ça, ils étaient tous d'accord pour dire que la pieuvre, bah, c'est le principal danger pour eux tous. Et C'était un salarié de l'entreprise. non, c'est quelqu'un de la concurrence. Voilà. Ah, ok. Quelqu'un de la concurrence, mais qui était très clair comme étant Hmm. devant être nommé parce que pour eux, c'était. Voilà. Et ils ont dit comment est-ce qu'ils devaient être vigilants par rapport à cette personne-là. Alors, on voit, voilà, la vigie, hein, c'est les trois qui sont tout là-haut. On voit que Damien, il est davantage sur le pont alors que Jérôme est en fond de cale. Donc ça, ils ont pu exprimer pourquoi Jérôme en fond de cale. Alors pourquoi est-ce que Damien est plutôt à la table à cartes et à la barre. Donc c'était intéressant parce qu'en fait, Damien, avec l'accord de Jérôme, ne souhaite pas être directeur général. Mhm. Jérôme, lui, il se voit davantage sur la partie voilà, commerciale et gestion administrative, donc en dessous. En dessous, mais en étant, je veux dire, voilà, il n'y avait pas de hiérarchie entre eux, hein, en tant que tel, mais visiblement, en tout cas vis-à-vis des collaborateurs, il n'avait pas envie d'être directeur général. Oui, c'est l'exposition en termes d'image, et Voilà, c'est ça. sorte de porte-parole. Hmm. Il n'avait pas envie de ça. Hmm. Voilà, et donc voilà un résultat hein, qu'on pouvait. Hmm. C'est super intéressant et On en a refait un, là, on en a refait un avec Nathalie Garrigue début janvier sur bah, la fin de notre médiation culturelle. Je te parlais de la communauté de communes dans les missions culturelles. Il y a eu pas mal de temps et dans le dernier temps, ben, voilà, on a choisi effectivement de faire un speedboat et ça a été mais une réussite totale. hmm. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ils ont compris là on était sur la communication, comment mieux communiquer pour réussir nos missions. Ils ont compris par toute cette médiation tous les risques en communication, comme on le voit en médiation, en fait, les personnes Oui. intelligentes qu'on a en médiation, elles comprennent combien ça les forme de vivre un processus. Ben là, elles ont dit, mais en fait, cette médiation de projet, je crois qu'on a appris beaucoup plus que toutes les formations catalogues qu'on a pu avoir sur la communication ou autre, parce qu'on l'a vécu nous-mêmes et on l'a vécu dans votre posture, dans tous les échanges et tous les ateliers, parce que alors c'est pareil, on fait beaucoup d'ateliers. On les fait travailler en petits groupes, c'est pour ça qu'il faut Ah, plusieurs tu méthodes, fais des sous-groupes, oui. avec un questionnement commun et on revient sur est-ce que, par exemple, la place de l'émotion dans l'équipe.
Voilà, c'est quoi l'émotion? On revient, un rapporteur. L'autre équipe a travaillé sur comment dire quelque chose à un collègue sans créer un conflit, le desk, voilà, ou l'OSBD. OK, donc ça, comment je le restitue? Donc ça veut dire que dans les qualités, les compétences du médiateur, il faut aussi être formateur. Hmm. Évidemment, formateur en gestion des conflits, en communication non violente, parce que bien évidemment, on parle du triangle de Karpman, on parle de, voilà, on l'a entendu tout à l'heure, de la T. Là, on restitue finalement toutes nos compétences pour accompagner au mieux le collectif de salariés. Donc, il faut se former le plus possible à plein d'outils. Ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui viennent du coaching aussi qu'on peut réinjecter. Des cartes d'ailleurs, des cartes du coaching, des cartes Ah, métaphoriques, voilà. Mais toujours dans cette, voilà, ce caractère dynamique, respectueux des personnes, de là où elles en sont. Par exemple, dans cette médiation culturelle, donc de cette énorme outillage culturel de cette communauté de communes, on a un des salariés qui venait juste de rentrer d'arrêt maladie avec un vrai problème, je dirais, pour le coup, parce que ça a été diagnostiqué donc, de santé au travail en termes psy, hein, ça a été diagnostiqué par le médecin, on lui a recommandé de ne pas venir au rendez-vous du lendemain. Il venait juste de rentrer, la veille, il a eu l'entretien préparatoire, c'était trop pour lui, je dirais, il venait juste de rentrer d'arrêt maladie, donc on l'a pas pris dans le collectif, parce que lui, il n'en était pas au même niveau de cheminement que le reste de l'équipe. Donc il fallait oui, prendre ça. et c'est là encore qu'on est dans la médiation. Comme le dit Marianne, en médiation, il faut que les personnes puissent tenir leur chaise. Donc, il faut qu'ils soient en mesure de participer à ce travail de construction. Et c'est pour ça que si ça va trop vite pour certains, ben, c'est aussi à nous de ralentir, de voir comment on ne va pas faire tomber du bateau tel ou tel. Et est-ce qu'on peut néanmoins continuer si effectivement on a quelqu'un qui vient juste, qui est encore en arrêt maladie ou qui vient juste de revenir? Et les personnes, quand tu proposes des dessins comme ça, on voit la puissance que ça peut avoir, hein, nous autres médiateurs, facilitateurs, on le sait. Est-ce que les personnes se prêtent de bon cœur ou parce qu'ils viennent pour discuter de choses sérieuses et tu leur proposes un dessin? Comment ça réagit? Alors moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème pour aucun des outils proposés. Je crois qu'à partir du moment où on fait confiance au centre de médiation ou à tel ou tel médiateur individuellement, c'est acquis que on est là avec notre éthique, avec notre déontologie, que en aucun cas il faut que les personnes soient plus mal après notre médiation qu'avant. Et puis ça s'incarne. Enfin, on voit bien que c'est pas une fausse bienveillance. Cet humanisme-là, il est là, il n'a pas besoin il a quasiment pas besoin de preuves. Donc moi, j'ai pas de difficulté, ça se passe toujours en confiance. Et si c'est questionné, c'est aussi à nous de dire. Alors, on l'avait pas dit à l'équipe culturelle, là, ni aux trois dirigeants, pour prendre ces deux exemples-là, mais je leur avais dit, vous savez, je vais pouvoir m'appuyer peut-être sur des jeux sérieux, l'idée étant d'être efficace. Moi, c'est un mot que j'utilise beaucoup, hein, pardon, parce que Mm. Ouais, tu as raison. Ça je devient. suis efficace, je le suis dans ma vie et je le suis dans mes médiations. Donc, c'est pas pour ça que je suis tournée résultat et que je ne prends pas le temps nécessaire pour que le dialogue soit vraiment au cœur du dispositif de médiation. Mais à un moment donné, il faut quand même que ça produise des effets. Hein. Donc, ça, je suis très vigilante. Et en règle générale, sur les délais des médiations, on n'est pas trop mauvais. On sait que on sait quand ça va être un temps long ou quand on peut faire vite. Oui, quand tu disais 10 mois, vu la taille des médiations, ça paraît très raisonnable, hein, effectivement. Eh ben, on a drôlement bossé. Ouais, je me doute, je me doute. Et alors, deux questions qui nous sont posées. La première, est-ce qu'il y a ce processus que tu mets en place de médiation de projet? Est-ce que c'est quelque chose qui est théorisé, breveté? Est-ce que c'est ton propre projet? Et deuxième question, est-ce que tu travailles outre avec des médiateurs, des facilitateurs?
que ça, on voit que c'est des outils de facilitation aussi. Alors, repose-moi ta dernière question, Donc la dernière, est-ce que tu travailles aussi avec des facilitateurs qui ne seraient pas médiateurs? Alors non, moi je travaille vraiment qu'avec des médiateurs. Je trouve que ces formations qui sont, alors même si les personnes sont avant des coachs, sont avant, viennent du monde, voilà, je pense par exemple à l'IFRE qui vient du monde de la concertation et qui ensuite se sont formés à la médiation, ce qui me semble important, c'est quand même d'avoir ce langage commun de la médiation. Moi, ça me rassure parce qu'on partage le même éthique, on a un recueil de déontologie qui est commun, et ça, c'est quand même indispensable dans le choix. Et puis, euh, pour la partie que tu me disais, est-ce que c'est mon, mon- ma Ouais. conception des choses ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été théorisées? Alors, moi, je voudrais peut-être rappeler l'ouvrage Étape médiation de notre collègue de Céline Catral, l'ADEME Médiation 21, hein, Céline. Donc, Étape médiation, voilà, qui nous écoute, je crois, hein. ben, si elle nous écoute, bonjour Céline. Donc voilà, la médiation au service de la responsabilité sociétale des entreprises et organisations. Donc Céline, qui est donc une excellente médiatrice que vous connaissez tous, qui est aussi formatrice. Céline a pris le temps hein, de l'écriture et donc je trouve qu'il faut lui rendre aussi hommage parce que c'est, en tout cas, ça n'est pas ce que je fais, si ce n'est l'article que j'ai pu rédiger à la demande de Béatrice Brunner sur la médiation environnementale. Je ferai ça après le CNM. C'est ce que je me dis. Après le CNM, j'aurai plein de temps et je pourrais écrire. Mais c'est vrai que c'est important de saluer les collègues qui s'offrent cette possibilité hein, de nous donner à voir que peut être un projet médiation et RSE. Alors, est-ce que tu peux redonner le titre de l'ouvrage parce que quelqu'un nous demande Alors, dans le fil de discussion. la médiation au service de la responsabilité sociétale des entreprises et organisations, c'est chez Média et Médiation qu'on connaît bien, hein, les médiateurs. Et donc, c'est Céline Capral, ça s'appelle Étape Médiation. Et Céline, c'était, si je ne me trompe pas, là, pour l'avoir lu, mais il y a déjà un petit moment, c'est au moment de la loi Pacte qu'elle s'est dit, mais vraiment dans la responsabilité des entreprises, la médiation de projet, il faut s'en saisir, il faut que les organisations s'en saisissent pour répondre justement à cette RSE haut. Et Et merci pour ces références. Tu en avais il y en a sinon. d'autres. Alors, moi, c'est celui que j'ai lu en tout cas, Bien, que je très connaissais bien. déjà. Après, je sais euh, on est plusieurs médiateurs hein, maintenant à faire de la médiation de projet. Donc, ce qui pourrait être intéressant, ça serait de croiser nos regards et on va le faire à Angers d'ailleurs. Faire Hein. un ouvrage collectif, Ouais, on va médiation de faire un projet, tout collectif à ou fait. à Angers en tout cas, puisqu'on va tous se retrouver à Angers, je l'espère, en vrai là. Hein. Donc Bah, le 12, 13, 14 mars, hein. là, 12, 13, 14 mars, ben, on voit que la médiation de projet, quand il va y avoir une journée qui est plus sur l'entreprise, hein, un temps qui est plus sur l'entreprise, moi j'ai une table ronde sur entreprise et enjeux environnementaux, mais il y a les autres formes de médiation d'entreprise et la médiation de projet va être forcément... Et dedans. Et peut-être bah, pour tous les participants et participantes qui nous écoutent, comment tu as des médiations de projet? Enfin, un médiateur aujourd'hui, plutôt chevronné en conflit, qui aimerait se diversifier, comment il fait? Alors, comment il fait? Moi, vous avez compris que je ne vais pas les chercher. Elles viennent à moi et ce qui est sûr, c'est que c'est parfois sur une demande, comme on l'a vu, de situations tendues que finalement, on met en place une médiation de projet. Donc, ce n'est pas parce que on vous parle d'un conflit, hein, d'un conflit en médiation conventionnelle ou organisationnelle, qu'il faut s'interdire d'imaginer avec le commanditaire le projet. Parce que c'est sans doute comme ça que ça, on va pouvoir fédérer l'entièreté de l'entité. Oui, c'est Donc, ce que tu disais tout à l'heure. Quand une entreprise vient de te voir pour un conflit, tu peux te dire, ah, je vais peut-être tourner ça positivement en mode projet et ça te fait une première expérience projet. c'est ça. Alors, c'est vraiment, ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Après, c'est important de communiquer sur la médiation de projet parce qu'il faut dire qu'elle existe. Donc, nous, sur notre site, elle apparaît hein, comme étant aussi une offre.
hein. Mhm. Dans vos dépliants, montrer qu'il y a aussi cette dimension-là de la médiation de projet. Euh, Après, c'est des choses qui se... Si vous faites déjà de la médiation de collectivité territoriale, si vous, une fois qu'on vous a connu sur un conflit, les gens pensent à vous en disant, mais là, justement, je voudrais qu'il n'y ait pas de conflit. J'ai vu que la médiatrice, elle était vraiment très, ou le médiateur était vraiment très à l'écoute, très facilitant, et donc faisons appel à cette personne. Donc c'est un peu, ça fait boule de neige finalement. C'est en étant au départ sur des médiations de conflit qu'on part sur du projet. Euh, Après, on peut aller en rendez-vous, c'est ce qu'on fait aussi. On va en rendez-vous d'organisation, de groupe, et on vient ou proposer des formations et proposer de la médiation, et là, on présente la médiation de projet. Mhm. Frapper aux portes, hein. Donc c'est par étapes, c'est cultiver sa compétence déjà, sa crédibilité, capitaliser sur les missions qui ont déjà été faites et bien faites et se faire connaître au final, hein. C'est ça, hein. Oui. Alors, je sais que le CEMA réfléchit à proposer une formation sur la médiation de projet. Donc, se former, on a vu que c'était important. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux médiateurs qui voudraient faire du projet, outre aller taper aux portes et capitaliser sur leur mission? En tout cas, ça me paraît intéressant, peut-être, alors là, de participer, d'avoir déjà participé à une médiation, je dirais, organisationnelle. Je pense que le premier pas, c'est déjà ça, une médiation organisationnelle dans laquelle, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont similaires. Médiation organisationnelle, il faut quand même avoir signé une convention d'organisation, avoir bien compris les problématiques systémiques, hein. Donc, peut-être c'est de passer ce pas de la médiation organisationnelle. Et à partir de là, euh, tenter les animations avec des outils, hein, de formation de collectifs, s'approprier le speedboat, hein, par exemple, Mhm, le faire à soi-même. Vous avez un projet. Vous avez un projet en tant que médiateur. Vous voulez, par exemple, ouvrir une antenne ou vous inscrire sur la liste de la cour d'appel, n'importe quoi, de Marseille. C'est votre projet. Ben, c'est intéressant de dire et de le faire avec peut-être deux ou trois collègues qui voudraient faire comme vous, d'être capable de, l'île au trésor étant s'inscrire sur la cour d'appel de Marseille, et bien de voir quels sont vos freins, quels sont vos atouts, comment est-ce que ça va se passer, comment je m'organise pour réussir à avoir des médiations, enfin, réfléchir sur quelque chose de très simple pour utiliser l'outil. Il faut déjà se l'appliquer à soi-même. Je pense qu'une fois qu'on l'a expérimenté pour soi, on peut l'expérimenter pour les autres et l'animer pour les autres. oui, c'est ce que tu disais à ton sujet d'ailleurs, c'est que cet outil, au départ, tu l'as expérimenté avec d'autres en tant que participante et c'est ça qui t'a donné envie de le transmettre. Et je rends à César ce que à César. C'est Sophie Libaud qui m'a parlé du speedboat il y a déjà un petit moment. Je ne le connaissais pas, cet outil-là. Et donc, voilà, Sophie nous l'a fait vivre. Et après, c'est parti. Mhm. Utiliser. Et est-ce que tu penses que la médiation de projet va se développer dans les 5-10 prochaines années? Est-ce que la réglementation française l'encourage suffisamment en tout cas? Comment ça se passe? Et moi, je suis en tout cas très confiante de cette culture de l'amiable. Je ne fais pas partie des pessimistes, sinon de toute façon, je changerais de métier. Je crois que dans la culture de l'amiable, la médiation de projet a toute sa place. Je crois aussi que la définition que l'on a donnée de la médiation au CNM, qui est quand même le conseil de toutes les médiations, hein, qui est vraiment dans l'inclusion plutôt que dans la différenciation, euh, a permis en tout cas de clarifier les choses. Et la définition, si on en revient à nos premiers propos, Elsa, c'est quoi la définition? Quand on dit que c'est un processus de dialogue destiné à accompagner, hein, la réalisation d'un projet, de façon à ce qu'on prévienne aussi plus tard des conflits, des difficultés, hein, des blocages, on est bien dans l'esprit de la médiation et c'est tellement fédérateur et soucieux des individualités pour créer du bien commun que pour Mm. moi, on est vraiment dans la médiation. On est sur du bien commun pour la société,
dans son ensemble pour l'environnement. Et c'est ça qui marche. Et c'est là où vraiment je suis positive. C'est que quand on dit à des familles que l'intérêt supérieur, et moi je mets dans mes projets, je marque l'intérêt supérieur des résidents, l'intérêt supérieur de la collectivité, l'intérêt supérieur du projet pour lequel on est dans cette organisation. On donne du sens en fait. Et les gens sont absolument volontaires autour du sens. Il y a besoin de sens et ils se mobilisent à fond. Donc c'est vraiment... Et le fait qu'on soit positif, en tout cas, et qu'on montre la sortie d'un tunnel, même si on a l'impression que le projet est arrêté et qu'on a tout essayé et ça ne marche pas. Mais si nous, on y croit, on le dit tous les médiateurs, hein, si nous, on y croit, eh ben, ça marche. C'est Alors, notre travail, hein, d'y croire au final. et c'est quand même, enfin, ces médiations-là, c'est 100% de réussite. L'avez compris, il y a pas dans ces médiations de projet, euh, voilà, un truc qui serait ce qu'on peut avoir parfois hein, dans des médiations mal orientées, de judiciaires ou autres, on peut, ou voilà, ou en tout cas on peut avoir un vrai Mhm. échec. On en a tous eu. Oui, et en guise de conclusion, c'est ça qu'on peut retenir sans doute parmi les choses passionnantes que tu nous as exposées aujourd'hui, c'est la médiation de projet, c'est une façon d'humaniser le projet. La conduite de projet, c'est l'objet, hein, on vient parce qu'il faut faire un projet, voilà, il faut mieux travailler ensemble et tout. Mais comment on va remettre de la relation et comment on va réhumaniser tout ça et le faire partager par toutes les personnes qui vont devoir être actrices de ça. Et c'est ça qui est la force de ce processus. Et responsabiliser toujours. Hein. L'idée, c'est toujours de responsabiliser les acteurs. On est complètement dans l'empowerment de toute façon. Donc, on voit que c'est bien de la médiation. Ouais, tout à fait. On est vraiment là-dedans. Toujours un peu entre l'objet et la relation et cette autonomie de chacun et ce qu'on souhaite en faire. Bah, merci beaucoup, Myriam. C'était vraiment passionnant. Merci Elsa. Euh, J'ai suivi ton fil de questions. Donc j'espère que c'était clair, mais je crois que voilà, on a été, en tout cas, c'était un vrai, pour moi, un vrai échange. On ne voit même pas les autres, donc on a l'impression qu'on était toutes les deux dans notre salon C'est vraiment et une conversation intime vraiment au une conversation. final. Oui. Alors j'espère, je suis désolée d'habitude quand je suis quand je suis les webinaires du SEMA, je suis le fil des questions. Là, c'est toi qui l'as fait. Donc j'espère en tout cas qu'on n'aura pas laissé trop de côté des questions importantes. Alors, moi, j'ai essayé de faire un peu la synthèse des questions qui se posaient. Bien sûr, on aurait pu passer beaucoup plus de temps, hein. Et toute cette proposition du SEMA de monter une formation, hein, je lance un défi. Si ça vous intéresse, Hélène vous a mis le lien dans le fil de discussion. N'hésitez pas. On ne peut pas tout couvrir en 1 heure et demie, comme ça, c'est normal. Des personnes demandent si tu pourras diffuser le speedboat. Alors, je me permets de dire que sur Google, tu peux trouver des modèles, hein, donc, Oui, vous pouvez vraiment sans aucun. Enfin, c'est facile, hein, vous avez compris le schéma. On en trouve partout. Je crois que, enfin, en tant que tel, je pense que c'est pas compliqué d'en faire un si ça vous intéresse. Hein, donc moi, n'hésitez pas à le chercher. Alors, je corrige par rapport au prochain webinaire. J'ai dit une date erronée, je crois, en introduction. Donc, c'est bien le 3 avril, hein, le prochain webinaire, donc qui portera sur la dimension interculturelle dans les conflits et la médiation. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, on sera ravis de vous accueillir. Et bah, je pense qu'on arrive au terme de cette heure et demie. Le mot de la fin, Myriam, je ne sais pas, j'ai envie de te donner la parole. bah, écoutez, juste parce que je vois beaucoup de personnes qui se souhaitent et qui se souhaitent encore au mois de janvier une bonne année. Donc, je vous souhaiterais bonne année en tout cas à chacun d'entre vous. Euh, Pensons aussi les uns et les autres à ne pas oublier en tant que médiateur que à la fois la formation continue est importante, hein, donc continuons à aller se former. Et puis bah, le mentorat, hein, je crois que ça c'est aussi un élément important que le CNM, sur lequel le CNM appuie. C'est un peu ce qu'on fait là aussi quand on partage vos webinaires. Hein.
Et merci en tout cas au SEMA pour tout ce qu'il nous apporte de riche sur notre chemin de médiateur. Et merci à tous. Merci beaucoup, Myriam. À très Et bientôt à toutes et à tous. Et très bonne année. à bientôt.